Et si le bonheur en couple dépendait de vous et pas de l'autre? Et si cela pouvait dépendre de vous? C'est une question qui est souvent très inconfortable, mais pourtant elle est essentielle. Parce que très souvent, ce que je constate dans une relation, c'est qu'on se focalise sur ce que notre partenaire pourrait changer pour améliorer les choses. De ce fait, nous attendons que l'autre devienne plus attentionné, plus compréhensif, qu'il modifie certains aspects de sa personnalité qui nous irritent, qu'il prenne plus d'initiative. Et du coup, le fait de lui demander tout ce changement, ça peut sembler naturel, parce que le discours que j'entends régulièrement, dans une relation, on est deux. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement vous apporter vraiment une autre façon de voir les choses et pourquoi, surtout, il ne faut pas attendre que l'autre, finalement, fasse aussi sa part. C'est bien là que les choses se compliquent. Pourquoi? Cette attente que l'autre change peut devenir une véritable source de frustration, jusqu'à même créer du blocage dans votre relation. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous plaçons notre bonheur dans les mains de notre partenaire. Nous nous déresponsabilisons, je vais y arriver, de notre bien-être. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que nous croyons que si l'autre changeait tel ou tel aspect du comportement, de ses actes, tout irait mieux, que nous serions plus heureux ou plus heureuses. Mais cette attente est justement souvent irréaliste, parce que personne ne change parce qu'on lui demande. Et il faut savoir aussi que si le changement est imposé, il n'est que temporaire et rarement profond. Du coup, ça va mener à des frustrations répétées. Vous allez vous heurter à une réalité que vous allez refuser d'accepter, celle que l'autre est différent. Et donc du coup, vous allez essayer de le forcer à être ce qu'il n'est pas ou ce qu'elle n'est pas, et ça va forcément créer de la tension dans votre relation de couple. Et donc du coup, on s'enferme dans un cycle de reproches, d'insatisfaction et de conflits. Lorsque nous entrons dans une relation, il est naturel d'avoir certaines attentes envers notre partenaire. On a des idées sur quoi devrait ressembler une relation amoureuse idéale. Ces attentes, elles peuvent être subtiles, comme l'idée que notre partenaire devrait nous comprendre sans que nous ayons à dire quoi que ce soit. Parfois plus explicites, comme le fait qu'il ou elle devrait se comporter d'une certaine manière, même face aux difficultés ou aux responsabilités. Par exemple, j'entends « Oui, mais bon, quand on devient parent, si il ou elle, papa, maman, il faut quand même qu'il ou elle fasse ça. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des attentes qui sont souvent construites sur des bases inconscientes, des modèles familiaux, des croyances culturelles, ou voire même sur des expériences passées. Par exemple, on peut penser que notre partenaire devrait savoir intuitivement comment il peut ou elle peut nous apporter du soutien sans que j'aie à le demander. Ou alors on peut aussi espérer qu'il ou elle change certains aspects de son trait de caractère qui nous déplaisent en pensant que la relation serait plus harmonieuse. Mais ces attentes non exprimées ou irréalistes sont souvent la première source de frustration dans le couple. Pourquoi? Parce que lorsque notre partenaire ne répond pas à ces attentes, nous allons ressentir de la déception, voire de la colère. Nous avons l'impression qu'il ou elle ne fait pas d'efforts, qu'il ou elle ne se soucie pas de nous, ne nous prend pas en considération, voire même certaines personnes vont dire « il ou elle ne me respecte pas ». C'est très dur en plus. Et donc c'est cette dynamique qui peut rapidement générer des conflits qui vont se répéter encore et encore. Et au lieu de trouver une solution ensemble, on va se focaliser de plus en plus sur ce que l'autre devrait faire différemment. Et ce que nous oublions souvent, c'est que ces attentes sont des projections de nos propres besoins, de nos propres peurs, de nos propres insécurités. Et nous attendons de l'autre qu'il comble un vide ou qu'il répare quelque chose en nous. Alors qu'en fait, ça dépasse souvent ses propres possibilités. Et ce n'est pas son rôle en plus dans la relation.
Et c'est là que la frustration naît. Lorsque nos attentes ne sont pas comblées et que nous ressentons un manque, un déséquilibre. Vous allez me dire, oui, mais quand on est parent, par exemple, c'est quand même normal qu'il ou elle pense à faire les devoirs. Mais en fait, si vous allez regarder vos besoins, si moi j'ai cette attente, en tant que maman, je vais prendre mon exemple de moi, si moi j'ai cette attente, c'est pourquoi? Parce que soit je veux pas passer pour une mauvaise mère, soit je veux avoir l'image d'une maman parfaite, et donc si l'autre ne le fait pas quand moi j'oublie, et ben en fait c'est là où il y a un besoin ou mes insécurités qui sont là. Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est d'aller voir d'abord en soi. Les attentes qui ne sont pas satisfaites ne restent jamais sans conséquences, parce qu'au fur et à mesure que vous allez placer des attentes irréalistes ou non exprimées sur votre partenaire, vous allez créer un terrain pour la frustration. Et bien évidemment, naît de la frustration des conflits, des disputes. Par exemple, on va prendre, j'ai envie de vous partager un autre exemple un peu plus émotionnel. Donc si vous attendez de votre partenaire qu'il ou elle soit plus attentive à vos besoins là parce que vous êtes par exemple un peu dans le creux de la vague professionnellement, si vous attendez qu'il ou elle devine ce que vous ressentez sans avoir besoin de l'exprimer, mais en fait à chaque fois qu'il ou elle va essayer quelque chose, mais qui va tomber à côté de vos attentes, vous allez être déçu. Et cette déçue va se transformer en reproche. Même subtil, hein. Et à l'intérieur de soi, souvent, en plus, si vous gardez un petit peu, vous ruminez, si vous êtes un peu des personnes qui sont hypersensibles comme ça et qui pensez beaucoup, ça va tourner même en boucle. Et en fait, ça va être une accumulation. Ah mais ça, plus ça, plus ça, une accumulation de ressentiments. Et ces petites frustrations, si elles ne sont pas digérées, et digérer dans le couple, ça veut dire aussi aborder dans la relation de façon saine, ça va s'accumuler. Même si elles semblent insignifiantes sur le moment, elles vont créer une tension permanente dans la relation. Et c'est cette tension qui va déboucher sur des disputes autour de petits détails qui, en réalité, cachent des frustrations beaucoup plus profondes liées à des attentes non comblées. Et donc, vous rentrez dans le cercle vicieux. Vous attendez quelque chose, votre partenaire ne répond pas à cette attente, la frustration monte, vous vous sentez incompris, incomprise, et finalement, le conflit éclate. Le conflit éclate, de nouveau vous attendez quelque chose, et en fait, cela se répète encore et encore. Quand on parle d'attente dans une relation, c'est aussi important de parler de cette notion de contrôle, parce que très souvent, nous pensons que si nous insistons suffisamment, ou si nous trouvons les bons arguments, notre partenaire finira par changer certains comportements qui nous déplaisent. Mais en réalité, nous avons très peu, voire même pas du tout, de contrôle sur l'autre personne. C'est une vérité qui est des fois difficile à accepter, mais c'est vrai, nous ne pouvons pas changer notre partenaire. Et du moins, pas de manière durable ou authentique. Ce que nous tentons de changer chez l'autre reflète à nouveau ce que je disais, nos propres insécurités, besoins ou frustrations. Et lorsqu'on tente de contrôler, nous essayons de modeler notre partenaire selon notre idéal. Et parfois, on oublie que l'autre, il, elle, a sa propre personnalité, sa propre histoire, ses propres besoins, ses propres limites. La seule chose sur laquelle nous avons véritablement du contrôle, c'est nous-mêmes. Nous pouvons travailler sur notre propre manière d'interagir, sur nos réactions face à certaines situations, sur notre communication. Alors cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter aveuglément ou se résigner, mais plutôt reconnaître que le changement véritable dans une relation commencera toujours par soi. Quand une pièce du système change, le système change. Et lorsque nous prenons conscience de cette limite, on se libère et on libère même la relation et l'autre d'une grande partie du poids des conflits. Parce que plutôt que de se concentrer sur les efforts que ce que l'autre doit changer, je vais me concentrer sur ce que moi je peux transformer en moi, ma manière de voir la situation, de répondre à certaines de mes frustrations, d'aller voir la manière dont je vais m'exprimer.
Et ce changement en soi peut avoir un effet positif sur notre partenaire. Ça va l'inviter aussi, moi je parle toujours d'inspiration, sans pression, à réagir différemment à son tour. Et donc quand j'en prends du recul sur cette notion de contrôle, je vais créer un espace de liberté, d'acceptation mutuelle. Et chacun pourra être plus authentique sans se sentir forcé de changer pour correspondre aux attentes de l'autre. Donc, c'est souvent tentant, comme vous l'avez bien compris, de croire que le bonheur du couple viendra uniquement du changement de l'autre. Et vraiment, c'est une pensée qu'on retrouve trop souvent en thérapie et que beaucoup de personnes dans une relation pensent. Si seulement mon partenaire pouvait être plus attentif, plus patient, plus expressif. Si elle changeait tel ou tel comportement, notre relation alors serait parfaite. Mais en réalité, c'est une illusion en fait. Parce que ça repose sur la croyance que l'autre détient les clés de mon bonheur, de notre bonheur. Et donc, à nouveau, on finit par projeter des attentes, des besoins non comblés sur l'autre. On espère que son changement nous apportera le bonheur que nous recherchons. Et en fait, c'est surtout qui est le point le plus important, c'est que cette idée, cette approche, nous déresponsabilise. Tout simplement. Ça vous place dans une position d'attente. J'attends que l'autre fasse un effort, qu'il devine ce qui ne va pas, qu'il corrige ses comportements. Mais même si l'autre venait à changer, cela ne garantit pas pour autant que nous serions heureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement l'autre qui crée notre bonheur ou notre satisfaction dans la relation, c'est aussi la manière dont nous percevons, vivons, interagissons avec cette personne dans la relation. Donc vouloir que l'autre change pour nous rendre heureux, c'est en quelque sorte déléguer mon bien-être à une source extérieure à moi. Le bonheur en couple ne repose pas sur un changement imposé, espéré de l'autre. Il repose sur une dynamique de croissance mutuelle, de compréhension et d'acceptation où chacun peut être soi sans se sentir obligé de correspondre à un idéal extérieur. Et lorsqu'on libère l'autre de la pression de changer pour nous rendre heureux, on libère aussi notre relation d'un poids émotionnel immense. Cette prise de conscience, elle est souvent libératrice car elle permet de rediriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer, notre propre perception, notre manière d'aborder la relation, notre capacité à apprécier l'autre pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il pourrait devenir. Pour comprendre rapidement pourquoi nous allons tomber dans cette idée que l'autre doit changer pour être heureux, c'est important d'aller voir un petit peu les racines de cette croyance. D'où est-ce qu'elle vient ? Pourquoi elle est si répandue finalement dans nos relations ? Il y a plusieurs sources. Les croyances culturelles. La société joue un rôle majeur dans la formation de nos attentes. On est bombardé de messages, de films, dans les journaux, dans les publicités, qui véhiculent le partenaire idéal ou que l'autre, le monde idéal. Les schémas familiaux, parce que ce sont nos premières expériences relationnelles, celles que nous avons observées dans la famille, qui vont influencer également nos attentes dans le couple. Les attentes personnelles, parce qu'on a aussi des attentes individuelles en tant qu'individu, qui est aussi façonnée par notre histoire personnelle, nos propres besoins émotionnels. Et on a tous et toutes des insécurités, des blessures passées, des peurs, qui vont aussi influencer la manière dont nous nous comportons dans le couple. Et donc ces trois éléments, entre autres, agissent aussi comme des filtres à travers lesquels nous voyons notre relation. Et ça nous pousse aussi à croire que pour être heureux, il faut que l'autre change. Mais en réalité, ces racines, souvent inconscientes, contribuent à maintenir un cycle de frustration dans le couple. Donc vouloir changer l'autre, au-delà des attentes conscientes ou inconscientes que nous avons, c'est aussi souvent une manière de nous protéger, de nos propres peurs, de nos propres insécurités. Et donc derrière, il y a vraiment une logique émotionnelle. Parce que lorsqu'on fait pression sur notre partenaire pour qu'il change, il est fréquent que nous essayions en réalité d'éviter de faire face à des parties vulnérables de nous-mêmes. Exactement comme je parlais un petit peu
tout à l'heure de mon exemple de maman par rapport aux devoirs. Et ça, c'est important parce qu'en effet, moi, si on ne me voit pas comme une bonne maman ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça va réveiller en moi? Alors, je le sais, je l'ai vécu, et je le vis encore de temps en temps. Mais c'est pas à l'autre de payer cette peur, ce que ça vient réveiller chez moi comme blessure. Et souvent, quand on a des attentes et qu'on projette chez l'autre, c'est une façon de déplacer notre préoccupation sur l'autre plutôt que d'aller voir en soi-même. Faut comprendre que c'est toujours plus facile d'aller voir ce qui ne va pas chez l'autre plutôt que d'accepter ce qui nous met mal à l'aise en nous. Explorer notre propre sentiment d'insécurité, c'est difficile, c'est inconfortable. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de se focaliser sur notre partenaire pour que je me sente mieux. Mais ce n'est pas la solution. Et il y a aussi d'autres aspects, c'est que vouloir que l'autre change, c'est aussi une manière de vouloir contrôler la relation. Parce qu'en changeant l'autre, on croit aussi que je pourrais mieux gérer mes émotions, éviter d'affronter mes peurs de l'inconnu, de l'échec, de l'insatisfaction. Et ce contrôle donne une illusion de stabilité. Et ces stratégies, même si elles sont inconscientes, ne fonctionnent pas à long terme. Parce que si notre partenaire venait à changer, de toute façon, cela ne résoudrait pas nos peurs profondes. On découvrirait que ces insécurités sont toujours présentes et en fait, ça créera un nouveau cycle de frustration. Donc, c'est important de reconnaître cette tendance à l'intérieur de soi et d'accepter que le travail commence en soi. Ça demande du courage. Et en allant voir vos insécurités, en allant voir vos peurs, en allant voir vos besoins, vous allez alléger la pression qui est mise sur l'autre. Et du coup, la relation va respirer. Dans une relation, c'est aussi facile de se concentrer sur ce que l'autre devrait changer. Mais à nouveau, comme vous l'avez bien compris, la clé du bonheur durable réside dans la prise de responsabilité personnelle. Cela veut dire revenir à soi, se poser une question qui est fondamentale: que puis-je changer en moi pour être heureuse? Prendre la responsabilité de son propre bien-être, c'est reconnaître que notre bonheur ne peut pas dépendre entièrement de l'autre. C'est de l'autonomie qu'il faut développer. Dans tous mes accompagnements, on voit ça, quelle que soit la formule. J'ai différentes formules d'accompagnement, que ce soit en couple ou justement en individuel aussi. Et j'encourage vraiment les personnes à le suivre, même de façon individuelle, quand l'autre ne veut pas changer, quand l'autre est le problème. Parce que si vous changez votre perception, si vous prenez toutes vos responsabilités, il y a des transformations vraiment puissantes. Je le vois tous les jours, que ça soit en séance avec mes clients, que ça soit lors des accompagnements. Parce qu'en fait, vous avez le pouvoir de travailler sur vous-même. Vous n'avez pas le pouvoir que l'autre bouge. Et donc, cette prise de conscience va vous permettre de sortir du cycle des reproches. Parce que là, je prends l'initiative de transformer la manière de voir les choses et d'interagir. Cela aussi vous permettra peut-être d'apprendre à mieux communiquer vos besoins, à réguler vos émotions, à cultiver la patience, la compréhension dans vos échanges avec votre partenaire. Et prendre la responsabilité personnelle, c'est aussi admettre que certaines de vos frustrations sont le reflet de vos propres attentes, de vos propres insécurités, de vos blessures passées. Et c'est cette démarche qui va être le vrai tournant dans une relation. En adoptant une posture de responsabilité personnelle, vous allez montrer à votre partenaire que vous êtes prêt aussi, vous, à bouger dans la relation, sans imposer le changement à l'autre. Et du coup, ça peut inspirer l'autre à entreprendre un chemin similaire, ce qui va créer une dynamique de croissance mutuelle, plutôt qu'une relation fondée sur les attentes et les frustrations. Donc aborder la responsabilité individuelle dans le bien-être du couple, c'est vraiment important parce que du coup, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas changer l'autre, mais je peux changer la manière dont je perçois et j'interagis avec mon partenaire.
La manière dont nous percevons et interagissons avec notre partenaire peut profondément influencer la dynamique de couple. Parce que même si je ne peux pas changer l'autre, j'ai le pouvoir immense sur ma perception de la relation. Des fois, un simple changement de perspective peut transformer la manière dont on vit les interactions au quotidien. Quand on change notre perception, on modifie aussi la signification que nous attribuons aux actions, aux comportements, aux attitudes. Par exemple, au lieu de voir un oubli comme un manque, comme un désintérêt de nous, on peut le percevoir aussi comme une conséquence il a eu une grosse journée, il est stressé. Et du coup, on va avoir une attitude beaucoup plus dans la compassion. Et ce changement permet de diminuer les tensions et de renforcer la connexion émotionnelle. Ce qui est tout aussi important, c'est vraiment de vous concentrer aussi sur la manière dont vous interagissez avec votre partenaire. On ne peut pas forcer l'autre à répondre comme nous l'aimerions, mais nous pouvons influencer la manière dont la communication se déroule, en adoptant une approche, par exemple, plus constructive. Et donc, lorsque je change ma manière d'interagir, cela peut mener l'autre à répondre différemment à son tour, sans même que nous ayons besoin de demander un changement. C'est un effet qui est subtil mais qui est puissant, parce que la relation est un système dynamique et dès qu'une personne modifie son comportement, ça amène un ajustement chez l'autre. Alors attention, il ne faut pas attendre que cet ajustement rentre dans cette case. Ça amène un ajustement. Peut-être qu'il vous conviendra cet ajustement, peut-être qu'il ne vous conviendra pas, mais l'ajustement sera là. Donc, ce qui est vraiment important, comme vous l'avez compris, c'est de créer finalement un espace de respect et d'action. Parce que dans toute relation, il est essentiel de reconnaître que chaque partenaire vient avec ses différences, ses forces, ses faiblesses, ses imperfections. Que certaines, il y aura de la paix, de l'harmonie. Et que il est important que accepter l'autre, c'est pas ne pas avoir de discernement, mais c'est juste le reconnaître dans son humanité, dans sa singularité, et aller voir si cet humain me correspond. Et si je suis dans l'acceptation et que je veux cette personne dans ma relation, alors je dois vraiment prendre du recul. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même s'il n'y a pas un changement totalement perceptible ou immédiat chez l'autre, il est possible de trouver de l'harmonie, du bonheur. Et souvent, c'est d'abord en prenant la responsabilité de notre propre bien-être, en changeant notre perception et aussi en créant l'espace de respect mutuel. Parce que chaque petit pas vers cette acceptation et cette ouverture envers l'autre peut faire une grande différence. On se retrouve très bientôt.